Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité, votre émission Le Jury du dimanche, iRadio, première radiovision du Sénégal, ITV et imedia.sn. Nous sommes le dimanche 21 mars 2021 et nous avons le plaisir de recevoir M. Abdoulaye Sène, secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau Dakar 2022. C'était 2021, maintenant c'est 2022 à cause du report lié à la pandémie à Covid-19. Le Sénégal a été tout feu, tout flamme récemment. De violentes manifestations ont eu lieu avec un bilan très lourd, une dizaine de morts, plusieurs centaines de blessés et d'énormes dégâts matériels. De l'eau pour éteindre le feu, l'eau c'est la vie. Qui mieux placé que celui qui est en charge de l'organisation du 9e Forum mondial de l'eau prévu l'année prochaine à Dakar pour en parler? Son secrétaire exécutif de ce forum, donc Abdoulaye Sène, porte la tenue de sapeur-pompier. Notre pays est à jour J-365 et nous avons choisi le monsieur haut du monde, pour exagérer un peu, comme invité du jury du dimanche. Abdoulaye Sène, bonjour. Bonjour mon très cher Ibrahim. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est mon plaisir et je voudrais me joindre à vous pour exprimer toute ma disponibilité à m'engager avec tout le monde pour mettre de l'eau, pour éteindre tous les feux qui peuvent par-ci par-là à travers le monde se déclarer. Et l'eau, comme vous le savez, c'est la vie. Et dans nos écritures les plus saintes, le Coran, Allah, le Tout-Puissant, a dit « J'ai fait de l'eau toute matière vivante ». C'est donc dire quelle est la prééminence, quel est le caractère fondamental et essentiel de l'eau et pourquoi donc tous ensemble nous devons nous mettre au service d'un accès sécurisé à l'eau pour tous et partout. Et pour mieux vous faire connaître au public, vous êtes le secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau depuis avril 2017. Vous êtes ancien président du conseil régional de la région de Fatick, ancien député et président de la commission du développement et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale du Sénégal, en charge notamment des secteurs de l'eau, de l'énergie, de l'environnement et du développement durable. Président du conseil d'administration de SOGEM OMVS, organisation interétatique pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, Sène est en charge notamment de la gestion des barrages hydroélectriques de Manantali et de Fellou. Il fut conseiller technique principal du ministre des Mines, de l'Énergie, de l'Hydraulique du Sénégal, chef de mission d'études et d'aménagement des fameuses vallées fossiles, directeur du génie rural et de l'Hydraulique du Sénégal. On peut en dire davantage sur vous. Et vous êtes de formation ingénieur en génie civil, École Polytechnique de Thiès, spécialisé en hydraulique, École Polytechnique de Montréal au Canada, expert et consultant international. Commençons par cet homme impressionnant de par son âge et de par son parcours. Il s'appelle Amadou Mahtar Mbow, qui a été directeur général de l'UNESCO, qui a dirigé les assises nationales, qui a été ministre, un grand combattant, on dira, de la démocratie, de la liberté, mais aussi de l'information avec ce fameux nomique Nouvel Ordre mondial de l'information et de la communication pour plus d'équilibre dans la diffusion de l'information, de la communication dans le monde. Aujourd'hui, il fête, ou il vient de fêter ses 100 ans. Comme quoi, comme on dit en Wolof, mag matna baye ci réew. Amadou Mahtar Mbow. Tout à fait. C'est une fierté nationale. Je dirais c'est un don particulier du bon Dieu pour nous tous et pour le monde. Et ce qu'il a fait pour inspirer le monde de la communication, le nouvel ordre mondial, le dialogue des civilisations, il l'illustre parfaitement. Et il l'a fait au niveau global, mondial. Et à la fin d'une carrière très riche, il l'a fait aussi pour son pays, à travers des assises qui nous ont permis de nous retrouver, de faire le bilan d'un parcours, d'une nation et de jeter le regard sur l'avenir. J'ai eu le privilège et l'honneur de l'approcher. Et
de bénéficier de son expérience et de son savoir-faire quand, en 1992, j'ai été amené à organiser la feuille de route de ce que devait être le programme de revitalisation des vallées fossiles. Et il m'a été fortement recommandé d'aller le rencontrer, ce que j'ai fait. Et lui-même m'a accueilli avec une générosité, une humilité extraordinaire. Et j'ai eu plusieurs séances de travail avec lui. C'était l'occasion pour moi de l'écouter, de prendre des notes. Et je me souviens très bien de la clairvoyance avec laquelle il analysait les problématiques des inondations à Saint-Louis, la gestion du fleuve Sénégal. Et je dois dire que pour une large part, le concept des vallées fossiles a été fortement inspiré par ses recommandations. Et j'ai continué à garder le contact avec lui. Et j'ai eu le plaisir d'avoir participé à ses côtés, il y a de cela quelques années, avec d'ailleurs notre académicien Ousmane Sow, sculpteur, comme invité du roi du Maroc à l'Académie du Royaume du Maroc, où il devait lui délivrer en tant que membre de l'Académie un discours inaugural, et moi et Ousmane Sow devrions chacun, en ce qui le concerne, délivrer une communication. Et quand nous nous sommes retrouvés entre le Sérère et le Toucouleur, ça a été magnifique. Et sa fille, au final, voyant l'interaction qu'il y avait entre nous, a dit « Papa, je te laisse au petit Sérère ». Et c'est moi qui l'amenais, qui le ramenais, et qui était toujours à ses bons soins. Et ce qui m'a le plus fasciné avec lui, il m'a dit « Jeune homme, est-ce que vous savez que ma communication, je l'ai préparée personnellement. Malgré mon âge, c'est moi qui cherche les éléments. J'ai pris une vingtaine de jours à trentaine de jours à le faire. C'est un modèle d'organisation, d'engagement. Et je voudrais en tout cas lui souhaiter le meilleur, encore de longues années, pour qu'il continue d'éclairer notre pays et le monde. Merci. Que faut-il souhaiter encore à un homme qui vient de fêter ses 100 ans? Un autre centenaire, pourquoi pas? Rien d'impossible pour le bon Dieu. En tout cas, très bonne santé, tonton, grand-père, père, patriarche de la nation, on le dira comme ça, Amadou Mahtar Mbow. Alors, Abdoulaye Sène, on est à jour J, moins 365 du 9e Forum mondial de l'eau, prévu dans notre pays l'année prochaine, en 2022. Chrono à la main, où en êtes-vous? Alors, je voudrais d'abord rappeler que le Forum mondial de l'eau est le plus grand événement au monde pour traiter des questions de l'eau, en regroupant toute la diversité des acteurs, les acteurs politiques, qu'ils soient gouvernementaux, parlementaires, élus locaux, les acteurs de la société civile, le secteur privé, le monde de la connaissance, les universitaires, les jeunes. C'est un événement exceptionnel. Et ce sera la première fois que cet événement va être organisé en Afrique subsaharienne. C'est donc pour nous un privilège de l'accueillir, au nom de toute l'Afrique d'ailleurs du reste. Et pourquoi le Sénégal? Parce que le Sénégal est réputé pour son engagement, son leadership, ses performances dans le domaine de l'eau. Est-ce que vous savez que le Sénégal est le premier pays au monde à avoir organisé un débat aux Nations Unies, au Conseil de sécurité en novembre 2016, à l'occasion de sa présidence du Conseil de sécurité, un débat sur eau, paix et sécurité. Et le monde aujourd'hui nous reconnaît d'avoir fait faire au monde entier un pas aussi important. Mais si on va au-delà, le Sénégal reste un pays cité en exemple en matière de coopération dans la gestion transfrontalière des eaux partagées. Nous sommes l'un des rares pays à accueillir 2 sièges de 2 organisations d'eau partagée. L'OMVS, que vous connaissez pour le fleuve Sénégal, et l'OMVG. Et le Sénégal a déployé une somme de volonté politique, d'engagement, d'efforts pour en faire les organisations les plus exemplaires en termes, de solidité politique, malgré les soubresauts politiques entre les États. L'OMVS, depuis 1912 est resté solide,
et va fêter ses 50 ans ici au Sénégal. L'année prochaine aussi. Oui. Le Sénégal a contribué à développer des infrastructures majeures de l'OMVS qui ont permis aujourd'hui de régler pas mal de questions liées à la salinisation des eaux, liées à des inondations, liées à l'aménagement de terres agricoles pour l'irrigation, liées surtout à la production électrique, mais aussi à la préservation de l'environnement sahélien. C'est donc un pays qui aujourd'hui, au-delà de la réussite de ses politiques nationales en matière d'eau, est considéré comme une référence. Oui, ça aurait pu être un autre pays, je ne sais pas, la Gambie, le Nigeria, l'Afrique du Sud ou le Maroc. Pourquoi le Sénégal, comme seul pays africain, au-delà de tout ça, oui, que le monde nous reconnaît, oui, nous avons pu présenter aussi une candidature très solide, avec un large portage. Nous avons réussi à mettre toutes les institutions africaines à nos côtés. Secteur privé, jeunes universitaires, et nous avons dit le Sénégal a le soutien de l'Afrique pour accueillir. Mais nous avons dit également, en misant sur les grandes réalisations qui avaient démarré à Diamniadio, le Sénégal veut se positionner comme un hub pour les grandes rencontres globales et mondiales. Et c'est autant d'arguments liés à la fois à notre exemplarité dans le domaine de l'eau, liés à notre engagement politique avec un large portage de l'Afrique pour notre candidature, liés aussi aux infrastructures d'accueil qui ont fait qu'on a dit, avec cette diversité culturelle qu'on a au Sénégal, c'est peut-être le pays idéal. J'aurais pu citer de grands pays africains, autrement mieux dotés peut-être que nous en matière d'infrastructures d'accueil, qui ont candidaté par le passé, qui n'ont jamais eu ça. Donc c'est quand même un privilège et nous devons travailler à le mériter. Alors, le forum aurait dû se tenir cette année-là, en 2021. C'est pour ça qu'on parle de Dakar 2021. Maintenant, c'est Dakar 2022. Report pour cause de pandémie. Sans doute une bouffée d'oxygène pour vous. Mais comme je disais tout à l'heure, top chrono, où en êtes-vous au jour d'aujourd'hui à jour J-365? Alors, nous avons voulu d'ailleurs saisir l'opportunité de la Journée mondiale de l'eau, qui a été instituée depuis quelques années, et qui se tient chaque année le 22 mars. Oui. Lundi. Et si il n'y avait pas eu le report, ce 22 mars aurait correspondu à l'ouverture du forum. Alors, on a profité de cette Journée mondiale de l'eau pour faire le point. Il y aura donc une série de visioconférences ouvertes au monde entier pour dire voilà où nous en sommes dans la préparation. D'abord, vous êtes prêts? Que nous sommes prêts. D'abord, sur le contenu thématique. Oui. Nous allons présenter toutes les propositions qui ont déjà été élaborées jusque-là pour dire voilà où nous en sommes, et nous allons poursuivre une consultation élargie pour consolider cela. Nous allons également dire où est-ce que nous en sommes du point de vue de la préparation des autres composants du forum. Le président de la République du Sénégal, ayant conscience du fait que l'objectif de développement durable numéro 6, qui porte notamment sur l'accès universel à l'eau d'ici 2030, était en retard par rapport aux échéances, surtout en Afrique, a décidé d'organiser un sommet des chefs d'État et des grandes institutions internationales pour remobiliser la communauté mondiale et prendre une initiative allant dans le sens d'accélérer l'action pour l'accès universel à l'eau. À l'occasion du forum, il y aura un sommet des chefs d'État. Exactement. Quel est justement le niveau de représentation? Combien de chefs d'État seront là? Combien de participants de manière générale? Niveau de représentation et de représentativité, si on peut avoir une idée. Alors, je voudrais vous rassurer en vous disant que vous avez déjà, vous, dans la presse, constaté qu'il y a eu déjà des réponses positives. Vous avez vu qu'à l'occasion d'un entretien entre le président de la République et le pape, il y a eu déjà de bonnes perspectives. Et avec le Vatican, on organise un webinaire le 24 à venir, toujours dans le sillage du processus préparatoire,
pour discuter du forum et de la mobilisation des acteurs culturels et spirituels. Et je vais y donner justement une communication sur l'eau et la religion, eau et spiritualité. Nous sommes donc très bien engagés. Au plan politique, vous savez que l'eau est le traceur principal du climat. La France, qui porte l'accord de Paris sur le climat, est déjà à nos côtés pour nous accompagner à mieux faire valoir l'idée que l'eau est le principal vecteur pour s'adapter au changement climatique. Permettez, avant d'aller plus loin, il y aura un sommet virtuel le 24 entre le pape François et le président Macky Sall. C'est ce que non, je veux dire oui. Entre le Vatican et le Sénégal, oui. mais au niveau plus technique, oui. pour discuter du contenu oui. que nous allons élaborer ensemble en direction du forum. D'accord. Mais je veux dire qu'auparavant, oui. Monsieur le Président de la République a déjà adressé D'accord. une série de lettres d'invitation, notamment au pape, à sa sainteté, François, qui a déjà oui. véritablement manifesté un intérêt oui. et instruit ses services déjà à commencer à travailler avec nous. Le pape François pourrait être au Sénégal l'année prochaine à l'occasion de ce forum. Nous le souhaitons. Les arrangements sont à un niveau supérieur. Oui. J'ai fait un point avec les services du ministère des Affaires étrangères en fin de semaine pour voir où est-ce que nous en sommes déjà avec les retours. Oui. Et nous sommes très rassurés. Parce que la question de l'eau est devenue une priorité, surtout avec la pandémie. Tout le monde sait que l'eau sera au cœur de la relance de l'économie. Je parlerai de la pandémie. D'autres chefs d'État aussi, d'autres grands du monde sont attendus. Pas seulement des chefs d'État, nous sommes en train de travailler avec de grandes fondations. La Fondation Gates nous accompagne fortement. L'Union africaine a décidé d'organiser en marge du forum et avant le grand sommet dont j'ai parlé, un sommet extraordinaire sur l'eau. Donc c'est vous dire qu'il y a toute une dynamique qui converge, ou plusieurs dynamiques qui convergent pour donner à ce forum vraiment le succès historique recherché. Il y aura combien de participants? C'est quand même un forum mondial. Des centaines, des milliers, combien exactement? Vous travaillez sur quel chiffre? Des milliers. Oui. Alors, l'avant-dernier forum qui s'est tenu à Daegu, en Corée, a réuni 35 000 participants en Corée du Sud. Le Brésil, à Brasilia, en 2018, avec 30 000 étrangers, mais avec plus de 100 000 participants. Nous attendons au Sénégal près de 10 000 participants. Ça va être certainement l'un des plus grands événements en termes de participants que le Sénégal va accueillir. Ce qui suppose beaucoup d'exigences. Des infrastructures, des réceptifs hôteliers exact. Et tout ça. Alors, mais qui finance et combien va coûter ce forum au Sénégal et de manière générale le budget? Au-delà d'ailleurs maintenant du volet présentiel, avec les chiffres que j'ai donnés, puisque le numérique nous a ouvert les yeux sur de nouvelles potentialités, nous allons organiser en plus une forme d'hybridation du forum avec des hubs virtuels et au Sénégal, et en Afrique, et dans le monde, qui vont nous permettre de toucher davantage de participants. Maintenant, en termes de budget, nous avons proposé beaucoup d'innovations qui nous ont permis de rendre ce forum beaucoup plus efficace. D'abord au plan social, au plan politique, je l'ai dit, mais au plan économique. Et le forum va être essentiellement supporté dans des partenariats que nous sommes en train de développer. Aujourd'hui, on a signé une douzaine de partenariats internationaux avec des pays qui ont des engagements sur l'eau. La France dit l'eau, le climat, c'est l'eau. Nous avons signé avec la Corée, avec la Suisse, qui est un des champions de l'eau pour la paix. Nous avons signé des partenariats avec les institutions internationales comme l'UNESCO et aussi des organisations comme la Fondation Gates. Donc l'essentiel va provenir de ces partenariats, des partenaires stratégiques qui vont accompagner le Sénégal pour faire avancer l'agenda de l'eau, mais aussi des partenariats privés. Pour un coût global? Ce sera un coût que nous ciblons avec tous les ajustements qui sont en cours, de l'ordre de la dizaine, avec maintenant les participants. Dizaines de milliards. Oui, quinzaine de milliards. On est en train d'affiner parce que la feuille de route avec le report est en train d'être réajustée. Report à cause de pandémie, mais
La pandémie, elle est toujours là, c'est vrai. Nous essayons tant bien que mal de vivre en présence, pour ne pas dire avec, mais quelles sont les garanties, les assurances que vous pouvez donner aux participants, surtout jusqu'au plus haut sommet, que l'année prochaine, vous serez prêts, il n'y aura rien à craindre, parce que bon, il y a quand même une incertitude qui est là. Je suis d'accord avec vous, il y a encore des incertitudes. Mais sachez que nous sommes en train de travailler sur plusieurs scénarios. Pour l'organisation de la grande cérémonie d'ouverture, aujourd'hui, on est en train de travailler sur, par exemple, un scénario d'avoir un site comme l'Arena, où on peut organiser les choses en garantissant toutes les règles de distanciation et autres. Nous sommes en train de travailler sur un bon mixage dans les sessions entre le présentiel et le virtuel, comme je l'ai dit. Nous sommes en train de travailler sur une exposition qui va intégrer un volet digital. Et nous avons l'espoir qu'avec les hubs virtuels qu'on va organiser avec nos ambassades, avec des institutions, avec des universités, qu'on va pouvoir toucher largement au-delà des participants. Mais nous sommes convaincus, et c'est notre espoir, que la mobilisation à l'échelle mondiale, quelle que soit la gravité de cette pandémie, devrait pouvoir, dans un élan qu'on commence à observer de solidarité et de dialogue mutuel, avec des vaccinations qui se développent, s'améliorer. Il faut qu'on réussisse la campagne de vaccination. On se rend compte que ce n'est pas une mince affaire. Il faut que le vaccin soit disponible pour que les hôtes du Sénégal soient rassurés également. Tout à fait. Et que les gens qui viennent, ceux qui viennent également, qu'on soit sûr que, bon, voilà, parce que c'est un virus qui voyage. Absolument. Ce n'est pas une mince affaire. Absolument. Vous en êtes certainement conscient, mais qu'est-ce qui va être fait concrètement? Je vais vous rassurer. Chaque mois, nous élaborons une note de conjoncture avec les services, OMS, ministère du Tourisme et avec le Conseil mondial de l'eau sur l'évolution de la pandémie et les mesures d'adaptation. Ma conviction, moi, c'est que le monde a les capacités de réussir la vaccination. Ce qui a manqué, c'est de dépasser des considérations géopolitiques qui ont fait que, au lieu qu'on soit dans une démarche multilatérale, comme d'ailleurs l'Afrique, le président du Sénégal l'ont toujours suggéré, qu'on puisse mettre les énergies ensemble, qu'on ne voit pas le vaccin inventé par le Toucouleur ou inventé par le Sérère, mais qu'on voit que ce vaccin, il peut servir et aux Toucouleurs et aux Sérères pour que nous puissions ensemble vaincre. Et je pense qu'aujourd'hui, les dégâts qui sont en train d'être enregistrés partout vont ramener tout le monde à la raison. Et les prochaines semaines me semblent être prometteuses pour que le monde s'engage dans cette démarche de solidarité qui va nous permettre de produire davantage de vaccins, de les rendre accessibles et de mieux organiser à toutes les échelles de bonnes vaccinations. En tout cas, le Sénégal est engagé dans cette voie et je suis très optimiste quand je regarde les chiffres et les évolutions. Et c'est un appel qu'il faut lancer à tout le monde, pas seulement au niveau Sénégal, au niveau mondial, pour que ce chantier soit réussi. On va tout à l'heure faire une plongée dans les eaux, dans les profondeurs même des eaux, mais avant cela, on remarque quand même que 2022 va coïncider aussi avec la présidence sénégalaise de l'Union africaine, avec le président Macky Sall. Vous avez parlé des 50 ans de l'OMVS, je crois qu'il y a les 20 ans du Conseil des ministres en charge de l'eau. Vous me direz que c'est un heureux hasard de calendrier, mais ma question est la suivante. 2022, l'année du retour du Sénégal sur la scène internationale. Moi, je dirais que le Sénégal est déjà très présent sur la scène internationale. Je vous ai dit, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'eau dans le monde sans penser au Sénégal et sans penser à son initiative de 2016 aux Nations Unies. On ne peut pas parler du Sénégal, de l'eau, sans penser à la participation du Sénégal au plus haut niveau au panel
qui avait été créé par la Banque mondiale et les Nations unies. Et le président Macky Sall, il représentait l'Afrique avec 2-3 autres présidents. Et c'est le Sénégal qui a lancé l'idée de la création d'un fonds bleu à l'image du fonds vert pour dégager une nouvelle stratégie, de nouvelles ressources dédiées à l'eau. Le Sénégal était là. Mais ce qui va être très intéressant en 2022, comme vous l'avez dit, c'est de tirer avantage de tout cela. Le président Macky Sall va présider ce forum, peut-être comme étant le premier grand événement qu'il va présider en tant que président de l'Union africaine. C'est extrêmement important. Et je pense que lui-même a le souci, et nous y a invités, de voir toutes les dimensions politiques, sociales, économiques qui permettront de faire de ce forum un des éléments marquants du succès du mandat du Sénégal à l'Union africaine. Et c'est coïncidence avec l'anniversaire de l'Organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, de AMCAO, qui est donc la conférence africaine des ministres de l'eau. Mais on a décidé aussi, avec la Banque islamique de développement, de lancer leur politique de l'eau, leur nouvelle vision de l'eau, la nouvelle water policy de la BID. Et nous sommes en train de le faire à d'autres niveaux. Je pense que oui, vous avez raison, ce sera un moment pour le Sénégal de se repositionner et, plus important, c'est de dire que nous serons à 1 an de la 2e grande conférence globale sur l'eau en 2023, la première ayant été organisée en 1977 à Mar del Plata, et le Sénégal est attendu comme étant l'ambassadeur mondial qui devra alimenter principalement les éléments de la résolution de 2023. Donc vous avez raison de dire que ce sera un retour important. Après Mar del Plata, le Brésil, pays de la samba, c'est le tour du pays de la teranga. Et du mbalakh peut-être. Oui, du mbalakh, du yela, du djung, non ça du ndjouk serer. Alors je rappelle que vous suivez le JDD, jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn. Vous parliez tout à l'heure de l'agenda mondial de l'eau dans les relations internationales aujourd'hui. Quelle est sa configuration? Que ça signifie quoi? Agenda mondial de l'eau. Et alors, pour aller vers quoi? Aujourd'hui, quand on parle de l'agenda mondial, on pense d'abord aux objectifs de développement durable qui ont été conçus en 2015 pour un objectif à atteindre en 2030. Or, quand on analyse les 17 objectifs, il y en a un qui a trait à l'eau, qui est transversal. Donc si on n'atteint pas l'objectif en matière d'eau et d'assainissement, si on n'atteint pas l'objectif d'une sécurité de l'eau, aucun des 17 objectifs ne sera atteint. L'eau pour tous. L'eau pour tous. Et ce n'est pas encore le cas. Pas encore le cas. Et si on ne l'atteint pas, aucun des 17 autres objectifs ne sera atteint. Prenez l'objectif de l'autosuffisance alimentaire. Une population mondiale qui augmente. Des sécheresses plus fréquentes avec les changements climatiques. Une urbanisation rapide. Des problématiques du monde rural extrêmement complexes. Si on ne règle pas la question de l'eau, on ne peut pas régler la question de l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, tout le monde sait aussi également que l'eau et l'énergie sont interconnectées. Il faut de l'eau pour produire de l'énergie pour produire également de l'eau. Mais au-delà de ça, un pays comme le Sénégal, qui a connu les conséquences désastreuses des changements climatiques avec les inondations, on voit aussi le lien qu'il y a entre l'eau et l'aménagement du territoire. Urbanisation rapide, non mal planifiée, artificialisation des sols, autant de choses, construction d'infrastructures qui ne tiennent pas compte de cela. Donc l'eau est centrale. Et il s'agit maintenant, pour nous, de dire que l'eau doit être abordée de façon globale.
Et c'est pour ça que le thème de la Journée mondiale de l'eau, qui est valoriser l'eau, nous invite à reconsidérer notre perception de l'eau, Oui. ses rôles dans les différents compartiments de la vie. Oui, on l'a vu par exemple avec la pandémie. Tout à l'heure, je disais qu'on va aller dans le menu détail. C'est vrai, il faut penser global, mais il faut agir local. Et ce n'est pas à vous qu'on va l'apprendre, mais ces questions de Sénégalais qui sont très intéressés par l'eau, je l'ai découvert à travers surtout cette émission. Thiama Konaté qui dit c'est vraiment bien d'entendre parler du développement. Ma question, comment régler la dialectique l'eau pour l'agriculture et l'eau pour les besoins des populations urbaines. Ahmadou Bambasagna, est-ce qu'il s'agirait juste de donner des rapports qui ne reflètent en aucun cas la réalité dont les Sénégalais sont ou auxquels les Sénégalais sont en train d'être confrontés en matière d'accès à l'eau potable? Et puis Mokhtar, il donne l'exemple des Parcelles Assainies, Kasbi, Cité Fadia. Mokhtar Ndiaye qui dit ça c'est un grand monsieur. Bon, ça c'est les fleurs un peu. L'école du savoir et la modestie quotidienne, avec lui, il va relever le défi de sa mission sans aucun doute, Inch'Allah. Et puis Ibrahima Diabaye qui dit l'eau, source de vie, est une réalité pour l'État. Pourquoi certains châteaux d'eau traînent toujours dans la distribution alors que les travaux sont finis? Il donne l'exemple de Simbandi Balanta, région de Sédhiou, département de Goudomp. Donc, vous voyez les préoccupations locales. Alors que vous parlez d'agenda mondial de l'eau, quelles sont vos réponses par rapport à ces préoccupations concrètes? Question très pertinente et de grande actualité. Vous savez que 70% de l'eau consommée dans le monde, c'est pour l'agriculture. Et le Sénégal est un pays qui, rendons grâce à Dieu, a d'importantes ressources en eau, souterraines, de surface. Et il s'agit, comme ça a été dit, certes de travailler à donner de l'eau domestique pour boire, pour le bien-être, mais envisager la question de l'eau productive, de l'eau agricole. Il y a de grands programmes dans la vallée du fleuve Sénégal, dans la vallée du fleuve Gambie, dans également d'autres régions. Elle a raison de dire qu'il faut amplifier ce travail pour que notre pays soit davantage mieux positionné, pas seulement pour son autosuffisance alimentaire, mais au-delà. Et c'est une thématique centrale du forum, l'eau pour le développement rural, et je voudrais la rassurer sur le fait que nous allons faire un focus important sur ce volet. Oui, on s'aperçoit qu'il y a une dialectique, quelqu'un l'a dit là, en disant il y a une dialectique entre l'eau pour l'agriculture et l'eau pour les autres besoins, notamment de base. Modiane Sen qui dit l'accès universel à l'eau reste un défi. Surtout une eau en quantité et en qualité suffisante. Djankewali Baldé, et pourtant plusieurs zones du pays boivent de l'eau de pluie, comme ma région Kolda, c'est lui qui parle. Oui, comment régler cette dialectique? Alors, il faut dire que c'est une dialectique bien prise en main. D'accord? L'eau est considérée comme un droit humain. Donc la première responsabilité aujourd'hui d'un État, d'une collectivité territoriale, d'une communauté, c'est de veiller à ce que ces populations puissent disposer de l'eau indispensable à la vie et au bien-être. Et c'est une eau qui doit se situer entre 35 à 50 litres par jour. Et ça, je pense que dans ces stratégies nationales, le président Macky Sall a dit, parmi les 5 accès de mon mandat, l'eau et l'assainissement sont au cœur. Donc le travail est en train d'être fait et nous sommes en train de développer une stratégie de sécurité de l'eau à l'échelle nationale pour accélérer l'action dans ce domaine-là, oui, pour l'eau domestique. Et pour l'eau maintenant agricole, dans la dynamique d'augmentation de la production alimentaire pour la consommation nationale et pour éventuellement l'exportation, il faut l'envisager, il y a tout un programme pour l'eau productive qui est en cours. Maintenant, à l'échelle maintenant nationale, les progrès, ils sont là. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, si on regarde les chiffres, le Sénégal est déjà à une moyenne de 92%
de taux d'accès à un point d'eau considéré comme potable, quand en Afrique, il est en moyenne de l'ordre de 40 à 45%. Donc de gros efforts ont été faits dans ce pays. Mais c'est insuffisant. L'objectif, c'est les 100%. Et je suis tout à fait d'accord avec celui qui dit qu'il faut accélérer. Ce n'est pas normal qu'un château d'eau qui coûte beaucoup d'argent, qu'un forage qui coûte beaucoup d'argent soit terminé et que pour des questions de procédure, que l'accès pour les populations soit retardé. Et je pense que ça, des directives ont été données par le président. C'est pour cela que je veux sonder votre âme profonde de technicien. Le constat, c'est que l'agriculture, elle est essentielle parce qu'il faut qu'on soit autosuffisant. Mais l'autosuffisance alimentaire n'est pas encore au rendez-vous. L'accès de tous à l'eau, d'autant plus que c'est un droit humain, il y a des efforts, mais on ne l'a pas encore atteint. En sondant votre âme profonde de technicien, qu'est-ce qui cloche? Pourquoi ça coince? Alors, moi je pense d'abord qu'il y a nécessité de renforcer l'engagement politique et les moyens dans le secteur de l'eau. Vous savez, il y avait un moment, on a appelé un président de la République, M. Forage, parce qu'on était sorti quand même d'une période qui avait secoué les esprits. C'était les sécheresses catastrophiques des années 70. Et le Sénégal avait compris qu'il fallait une politique hydraulique très ambitieuse. Et c'est ça qui avait conduit d'ailleurs à l'époque le gouvernement a créé un ministère dédié à l'eau. Les efforts ont été faits. Peut-être qu'on a pensé que les progrès étaient suffisamment rassurants. Peut-être qu'on a un peu relâché. Et aujourd'hui, il faut se remobiliser et remettre l'eau au cœur de nos priorités. Et c'est là où je pense qu'il faut lancer un appel et il faut inviter les autorités à toutes les échelles, ou d'ailleurs collectivités locales et autres, à remettre l'eau au cœur des priorités. Quand vous êtes maire, président du conseil régional, partout où vous allez, les gens vous interrogent d'abord sur les questions de l'eau. Pour les moins jeunes, quand le président Abdou Diouf a pris le pouvoir en 1981, sa première tournée dans le bassin arachidier, les populations disaient doléance numéro 1, l'eau, numéro 2, c'est l'eau, numéro 3, c'est l'eau. Et c'est au retour qu'on a lancé ça. Aujourd'hui, l'idée c'est de dire remobilisons, remettons des moyens et reconstruisons des infrastructures, améliorons la gouvernance de ces infrastructures et améliorons les modalités de consommation et on sera au rendez-vous d'ici quelques années, je pense. Faudrait-il alors dépoussiérer les vieux projets comme la revalorisation, la revitalisation des vallées fossiles? Vous avez été à la tête de la mission qui s'est occupée de ces fameuses vallées fossiles. Un projet qui n'a pas abouti, peut-être je mornais. Est-ce qu'il faut réactiver ce projet de revitalisation des vallées fossiles? Alors, on a parlé de bassins de rétention, il y a eu d'autres initiatives publiques. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il n'est pas mort-né. Il est né, il est vivant. Ah oui? Et l'avenir... Il ne s'est pas fossilisé? Non, l'avenir lui réserve beaucoup de promesses. Pourquoi? Parce que quand on considère les scénarios du futur pour l'eau, quand on considère l'inégale répartition des ressources en eau en fonction des territoires, il y a des zones qui sont bien pourvues en eau, où d'ailleurs les populations ne sont pas suffisamment, souvent très nombreuses. Il y a des zones à forte concentration humaine, mais sans eau. Nécessairement, dans les scénarios du futur, il faudra organiser des transferts d'eau. Schématiquement, comment ça doit se passer pour le commun des mortels? Alors, comment ça va se passer? Oui. Aujourd'hui, on a un fleuve Sénégal qui, chaque année, charrie et déverse dans la mer 10 milliards de mètres cubes d'eau. Chaque année. Un pays comme Israël, 5 millions d'habitants, n'a pas un potentiel supérieur à 1 milliard de mètres cubes d'eau par an. Vous imaginez toutes les possibilités qu'il y a
de transférer une partie sans affecter la durabilité, sans affecter les écosystèmes, cette possibilité de prendre une partie de cette eau pour satisfaire des besoins cruciaux, urgents et fondamentaux de certaines zones, notamment du bassin arachidier. C'est ça la problématique. Il n'y a pas d'eau là, pas d'eau de surface, et des populations valeureuses. Vous savez que le cultivateur céréaire est beaucoup plus performant que le cultivateur tout couleur, je pense, indiscutable. Je vous laisse la responsabilité historique de le dire. Imaginez oui. Le potentiel à valoriser. Oui. Et je dis, c'est incontournable. Et les réflexions se poursuivent. Parce que vous avez le lac de Guiers, qui est alimenté par le fleuve Sénégal. Et à partir du lac de Guiers, vous pouvez irriguer, vous pouvez envoyer de l'eau partout. Et qui sait, comme de grands pays sont en train de le faire, envisager même des interconnexions de réseaux. Le fleuve Sénégal peut être mis en connexion avec le fleuve Gambie à travers des réseaux. Donc schématiquement, ça veut dire quoi? Je vais aller dans des zones où il y a des excès en eau qui généralement engendrent des problèmes. Pensez aux excès qui nous ont conduits malheureusement à faire cette brèche de Saint-Louis. On prend une partie, on utilise des infrastructures de transfert pour amener l'eau dans des zones où on en a besoin pour valoriser cette eau au profit du bien-être et de la prospérité du pays. C'est la clé de l'autosuffisance en eau. C'est aussi la clé de l'autosuffisance alimentaire. C'est une des clés. Une des clés. Il faut, pour vous aujourd'hui, il faut réactiver le projet de revitalisation des vallées fossiles. On est obligé. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Les opérations de transfert d'eau s'imposent à tous les grands pays. Quand vous entendez aujourd'hui KMS, Keur Momar Sarr, Dakar, c'est un projet de transfert d'eau. Oui. À l'époque, on avait l'option de faire des tuyaux ou de faire un canal à ciel ouvert. Et c'était ça l'idée du canal du Cayor, qui est une option aussi géniale. Le fameux Cayor. On aurait pu y revenir. C'est une option géniale. Le canal du Baol aussi, on en a parlé un moment. C'est des opérations qu'il faut revisiter. Un pays doit avoir des ambitions. Quand ce pays veut se positionner dans un avenir d'émergence. Comment on peut renoncer à ces grands projets qui sont presque vitaux? Comment, dans un pays, on peut renoncer à cela? Alors, je pense que c'est des choix politiques. Quand vous voulez faire un projet de souveraineté, où ce qui est important, c'est la souveraineté nationale, la sécurité nationale. Il faut d'abord s'engager principalement et ne pas dépendre fondamentalement des autres. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. On sait que ces projets n'avaient pas plu à certains pays voisins. Pas seulement ça, mais prenons le cas de KMS, les tuyaux. Celui qui finance une telle infrastructure va préférer faire travailler ses industries, produire ses tuyaux chez lui et les envoyer, sa technologie, plutôt que de dire j'utilisais une main-d'œuvre sénégalaise, du ciment sénégalais pour faire un canal. C'est de la géoéconomie. Celui qui n'a pas intérêt à ce que certains pays soient autosuffisants sur certains aspects ne va pas vous aider. Je donne un exemple, mais je veux enlever et dépouiller toute la dimension politique de ça. Le barrage de la Renaissance en Éthiopie, qui fait beaucoup de débat aujourd'hui. Quand l'Éthiopie a dit « j'en ai besoin », l'Éthiopie a dit « je vais le financer à 100% sur mes ressources nationales. Je vais lever des fonds à l'échelle nationale. Je ne vais pas solliciter un franc de l'extérieur. » Parce que c'est une infrastructure de souveraineté. Quand Israël devait créer ce qu'on a appelé le National Water Carrier pour amener l'eau du Jourdain dans le désert du Negev, ils en ont fait un projet de souveraineté. Ce qu'il faut aujourd'hui, pour un programme comme celui-là, c'est dire qu'il y a des infrastructures stratégiques de souveraineté pour lesquelles c'est le pays qui doit dire li ñun la. Et puis cerise sur le gâteau, on crée de l'emploi. Voilà. Des jeunes, on parle aujourd'hui des jeunes. C'est l'occasion de les mobiliser ou de les remobiliser. En tout cas, avoir de l'énergie positive. Absolument.
Et quand on parle des jeunes, dans un pays comme le nôtre, qui a ces réalités, il faut voir que l'une des réponses fondamentales passera par une meilleure maîtrise de l'eau, par la création d'opportunités à travers une agriculture plus sécurisée. Je suis convaincu qu'il y a un potentiel énorme pour prendre en charge cette question de la jeunesse. Mais vous avez dit tantôt quelque chose, je ne veux pas ne pas réagir à ça. Il y a eu beaucoup d'incompréhension quand il s'est agi de parler des vallées fossiles. En réalité, nous avions traversé une période difficile, 89-92. Les esprits n'étaient peut-être pas encore suffisamment préparés. À l'époque, le Sénégal tirait 50% de l'eau de Dakar du fleuve Sénégal avec le lac de Guiers. La Mauritanie, 0. Aujourd'hui, 100% de l'eau consommée à Nouakchott vient du fleuve Sénégal. On est dans une autre perspective. Les différents pays ont compris, avec le temps, les vertus de la coopération et de la solidarité. Et nous sommes aujourd'hui dans des conditions autrement plus favorables pour gérer maintenant la coopération autour d'un bassin transfrontalier comme le fleuve Sénégal. Et vous me disiez pour l'histoire que c'est dans le bureau du président mauritanien. À l'époque, c'était qui? Oultaya, que cette idée a été actée de la revitalisation des vallées fossiles. Vous avez raison. Le confirmer. C'est l'histoire. Très bien. Très court. Le président Abdou Diouf venait d'arriver. Nous étions à la veille de la première conférence des chefs d'État de l'OMS, première rencontre des deux chefs d'État depuis le conflit de 89. Il y avait de très grands enjeux. Et il avait tenu à me rencontrer avec mon ministre à l'époque. Et Djiboka, ministre des Affaires étrangères, le général Wan, le ministre Abdoulaye Cheikh Sissoko, en attendant que le président le reçoive, nous avons fait un tour d'horizon des scénarios d'avenir pour le Sénégal. L'idée a été lancée, présentée au président de la République, qui nous a instruit sur le champ en 92 de développer le concept. Réactivons donc le projet de revitalisation des vallées fossiles. C'est la thèse défendue par Abdoulaye Sène, invité de ce jury du dimanche iRadio, ITV, imedia.sn. Il est le secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau, Dakar 2022. Alors, l'eau. L'eau, c'est l'agriculture, c'est la pêche, c'est l'élevage, c'est l'eau que nous buvons. Mais l'eau, c'est le pétrole, on le découvre aussi. L'eau, c'est le gaz et toutes les autres ressources qui sont dans ces eaux. Mais quand on parle d'eau, souvent, c'est des conflits aussi, c'est des guerres. Mais l'eau, source de paix, certainement. Aujourd'hui, on parle d'hydrodiplomatie. J'avoue que j'ai entendu le mot pour la première fois de vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, l'eau, c'est tout. Et vous l'avez très bien décrit, Momodou. L'eau, c'est tout. Tout ce que nous développons comme activité a un lien avec l'eau. Et c'est donc important d'avoir cette vision globale. Mais comme vous dites, l'eau étant une ressource limitée, les activités humaines étant dans un système ouvert, on développe des activités. C'est le pétrole, c'est le gaz, c'est l'agriculture, c'est le tourisme. Donc, l'homme a tendance toujours à développer. Mais en se basant sur une ressource malheureusement qui est limitée et qui malheureusement aussi est menacée par la pollution. Est-ce que vous savez que 80% de l'eau consommée est rejetée sans épuration? Avec toutes les conséquences. À travers le monde. À travers le monde. Alors que la démarche devrait aujourd'hui être d'épurer davantage, de réutiliser, de réduire les consommations. Donc, c'est à quel pourcentage au Sénégal? Vous savez, aujourd'hui, à part l'usine de Cambérène, qui est en train d'être développée, d'être modernisée, nous avons très peu d'usines
à l'échelle du pays où on fait de l'épuration. On améliore un traitement et on rejette, en sachant qu'on rejette avec une qualité de pollution qu'on pense que la nature va prendre en charge. Donc, comme vous dites, l'eau est source de conflit parce que c'est une ressource limitée qui doit être confrontée à des demandes croissantes. L'eau est une ressource limitée qui est mal répartie. Est-ce que vous savez qu'il n'y a que 6 à 7 pays qui contrôlent 60 à 70% des ressources en eau? Qui sont ces pays? J'aurais pu les citer. Oui. Mais vous avez quand même de grands pays comme le Brésil, vous avez des pays comme le Congo, vous avez des grands cours d'eau, des grands aquifères, etc. Vous avez des pays en Asie, etc. Mais si vous dites que l'eau est mal répartie, et puisqu'elle est mal répartie et que tout le monde en a besoin, mais nécessairement, là où elle est rare, il y a des sources de conflits. Même à l'échelle locale. Quand vous voyez les petits conflits entre le petit toucleur éleveur et le villageois sérère autour du puits, autour d'un forage, quand vous voyez les problèmes de la transhumance. Disparité au niveau mondial, disparité au sein des continents, disparité aussi à l'intérieur, au niveau local, au sein des pays. Oui, mais qu'est-ce qui est en train d'être fait en termes d'hydrodiplomatie, comme vous le dites, ou de géopolitique de l'eau, pour corriger cela? Alors, d'abord, un pays comme le Sénégal s'est positionné en pointe sur ce débat et a été le premier à dire, pays du monde, retrouvons-nous pour réfléchir sur les stratégies à développer pour faire de l'eau un levier de coopération, de solidarité, de développement collaboratif plutôt que facteur de conflit. Regardez aujourd'hui ce qui se passe au niveau du fleuve Sénégal. C'est un modèle. Quels que soient les problèmes entre les pays, l'OMVS est resté debout, a joué pleinement son rôle. Mais regardez aujourd'hui ce qui se fait sur le Nil. C'est un sujet de préoccupation. Regardez aujourd'hui les problématiques de l'utilisation d'un fleuve comme le Jourdain, qui est au cœur quasiment du conflit au Moyen-Orient. Regardez aujourd'hui les conflits latents autour des cours d'eau que sont le Tigre et l'Euphrate, soubassement de beaucoup de conflits entre l'Irak, la Turquie, la Syrie, etc. Aujourd'hui, on a créé une convention internationale des eaux partagées. Et c'est autour de cette convention et d'initiatives liées à cela qu'on est en train de développer maintenant des instruments, des outils, les stratégies. Et le Sénégal est en train de jouer un rôle extrêmement important pour développer ces outils d'hydrodiplomatie. Optimiste ou pessimiste, aux sources de paix ou aux sources de guerre? Je pense que je vais privilégier l'optimisme parce que je mise sur la sagesse humaine, sur la responsabilité de l'homme, sur sa capacité à se dépasser pour préserver l'avenir de l'humanité. Et je suis convaincu qu'en revisitant les Écritures saintes, la sagesse qui a traversé la gestion des eaux, nous allons travailler à en faire plus un levier de coopération. Même si j'admets que les risques et le potentiel conflictigène, il est réel. Très bien. Nous devons travailler à les dépasser. Abdoulaye Sène, nous allons terminer cette émission, mais je promets peut-être 6 mois, si Dieu nous prête vie, de revenir encore dans cette émission comme dans d'autres émissions du groupe Immédiat pour parler de ce forum mondial de l'eau. C'est un rendez-vous important et le sujet, il est même vital. On va parler un peu de politique parce que vous avez été président du conseil régional de Fatick, vous avez été député, vous avez travaillé dans des cabinets ministériels. La politique d'ailleurs, il faut en parler tout le temps, mais sauf qu'il faut le faire de manière saine. C'est ce que nous allons faire ce dimanche. Alors, sur la décentralisation, mais vraiment en 1 minute, votre évaluation de notre politique de décentralisation, mais question subsidiaire, faut-il faire revenir la région comme collectivité locale, ordre de collectivité locale, comme on dit?
En une minute. On me sait très libre dans mes opinions. Oui. Depuis le début, j'avais dit que ce serait une erreur de supprimer les régions pour faire venir des départements. C'était une réforme que je considérais comme étant à rebours à l'échelle mondiale. C'était un moment où de grands pays, comme en Italie, qui a une tradition de décentralisation bien établie, supprimaient les provinces pour consolider les régions. C'était un moment où la France, qui nous a beaucoup inspiré, consolidait les régions en les regroupant et en leur donnant plus de pouvoir au détriment des départements. Et les départements, déjà en 92, quand on y réfléchissait, nous avions tous démontré, avec les experts, avec les hommes politiques, que ce n'était pas une option viable pour le Sénégal. Aujourd'hui, il y a une poussière de départements. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les capacités. Ma conviction, là, je parle du point de vue de l'expert, et pour le vécu que j'ai eu, c'est qu'il va falloir re-questionner et réévaluer notre politique de décentralisation et revoir les échelles. Et à mon avis, une multiplication des échelles, surtout une dispersion, ne me semble pas être la voie à rechercher. Je pense aussi... Faire revenir donc la région au détriment du département où les deux peuvent cohabiter ensemble, et faut-il également supprimer certaines villes comme l'idée a été agitée à propos de Dakar, par exemple, la capitale? Vous savez, la France a toujours dit « je dois supprimer mes départements ». Ils ont des problèmes politiques pour le faire. Pourquoi nous l'avons créé? En sachant que les autres veulent détruire. Il faut des régions fortes. Et c'est ça qui aurait réglé la question aujourd'hui qu'on cherche à régler avec les pôles territoires. On n'y arrive pas. Parce que simplement... Et les villes? Les villes, il faut qu'il y ait des villes. Parce que on est dans... La ville de Dakar. Il faut des villes. Il parce faut que maintenir... Mon sentiment, oui, c'est qu'il y a à l'échelle mondiale une dynamique de métropolisation. Et le Sénégal doit être au rendez-vous avec une métropole solide, articulée, structurée, capable de compétir avec les grandes métropoles du monde. Vous dites les pôles territoires, on n'y arrive pas. Je vous laisse terminer votre phrase. Oui, on n'y arrive pas parce que la construction est difficile. Il aurait simplement été plus facile de maintenir les régions. On a réglé la question, mais on a créé un problème pour chercher à le régler. Il faut des métropoles fortes, des métropoles secondaires, il faut des régions fortes. La région sera une échelle de décentralisation de premier niveau, le département peut être une échelle d'administration. Merci Abdoulaye Sène. Vous êtes le secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau prévu l'année prochaine au Sénégal, Dakar 2022. Je vous souhaite plein succès en tout cas. On se rend compte qu'on peut parler du Sénégal sans forcément parler de salon de massage ou de violence. Merci en tout cas pour cette respiration Abdoulaye Sène. Mamour Ibra Kane pour présenter cette émission, le jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn. D'ailleurs, votre site avec Aliou Diouf pour le texte, la photo, Pape Doudou Diallo. Mas Mboup, il est le monsieur réalisateur de cette émission, et prise de son, Iba Marsen. Réseaux sociaux, Biram Pouy et Mamadou Diagne. Merci, bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.